Et nous enchaînons avec un point sur le SCOT, avec deux intervenants pour nous faire une présentation de ce qui a été travaillé, de ce qu'est le nouveau SCOT, peut-être en nous expliquant ce qu'est le SCOT tout court. C'est pas forcément évident pour tout le monde, et peut-être les enjeux, pourquoi c'est important le SCOT. Vous avez 20 minutes et ensuite un quart d'heure d'échange, de questions, etc. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà commencer par nous présenter donc Bertrand Girard, Alex Guillet. Donc nous travaillons au pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui est l'institution qui donc s'occupe du SCOT, qui concerne donc 5 intercommunalités, dont Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération, mais également Pays de Blain Communauté, Erdre et Gèvres et Estuaire et Sillon. Nous avons donc lancé la révision en décembre 2022 pour le troisième SCOT. Donc on est dans un SCOT troisième génération. Ça fait depuis 2007 qu'il y a eu le premier, 2016 le deuxième, et donc là c'est le troisième SCOT. Pour mémoire, le deuxième SCOT était celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc petit changement de vision sur cette troisième mouture, avec un enjeu particulier, celui de la prise en compte donc du changement climatique, et de toutes ses conséquences qui sont sur notre territoire très importantes, en lien avec les paysages emblématiques de notre territoire, et leurs sensibilités qui sont donc l'estuaire de la Loire, évidemment, les marais, Brière, Erdre, le lac de Grandlieu aussi, qui, on le sait, seront touchés assez fortement dans les années à venir. Et du coup, c'était de savoir comment, d'ici à 2050, on pouvait se projeter dans un avenir empreint pour permettre au territoire de rester habitable, de s'appuyer sur la robustesse de notre territoire et de mettre en place des coopérations. Donc ça, ce sont les trois grands titres de notre chapitre du projet d'aménagement stratégique qui correspond au PADD du Plume que vous devez connaître. Donc reprenons cette présentation. J'ai déjà passé plein de slides du coup. Voilà. Donc voilà, on continue. Peut-être cette slide quand même importante, puisque pour lancer cette nouvelle trajectoire, les élus du pôle métropolitain ont souhaité s'appuyer sur vraiment une concertation très développée, ce qui est assez rare dans une révision de SCOT, parce que c'est un outil technique souvent qui est assez peu compris. Une projection à 20 ans sur du grand territoire, c'est assez difficile d'accrocher la population ou les entreprises. Là, on a fait un énorme effort parce qu'on voulait changer de trajectoire et on voulait savoir quelles étaient les volontés de tous les conseils de développement, la société civile, les acteurs économiques, les élus locaux, dont Alexandra a participé à plusieurs réunions. Et on a eu tous ces retours et qui ont été convergents avec ce qui avait été travaillé par les élus. Donc, ce qui montrait bien une volonté partagée de changer de trajectoire. Et c'est ça qui a permis d'asseoir cette nouvelle trajectoire et qu'on va vous présenter tout de suite. Si vous pouvez juste venir à la slide d'avant. Oui, voilà, c'était pour rappeler que le calendrier, alors finalement ça apparaît pas là, mais c'est pas très grave, que ce projet, donc c'est un document d'urbanisme, hein. Si vous avez déjà peut-être participé à des réunions de plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole, on a arrêté le document donc le 27 février dernier en comité syndical, et là on est actuellement dans une phase pour le coup de consultation réglementaire, donc on consulte les personnes publiques associées, les services de l'État, les consulaires, etc. Et dans cette phase de consultation réglementaire, il va y avoir un moment important qui est l'enquête publique, qui va se dérouler du 25 août au 30 septembre, voilà, durant laquelle finalement tous les citoyens de ce territoire et éventuellement comment dire, des groupes constitués ou des conseils municipaux peuvent contribuer par un avis à l'enquête publique, voilà, avec pour le coup un projet d'approbation, c'est-à-dire on tient compte de toutes ces remarques-là prévues à la fin de l'année, donc en décembre 2025. On va vous présenter maintenant ce que c'est que le contenu quand même de ce document. Donc il est structuré, donc c'est la slide d'après, voilà, de 4 gros blocs, on pourrait dire. Le premier, c'est le projet
politique, c'est celui qui a été travaillé en premier lieu par les élus du pôle métropolitain. Ensuite se décline dans le document d'orientation et d'objectifs. C'est la pièce réglementaire qui est opposable, qui ensuite devra être traduite dans le plume qui sera révisé à partir du début du prochain mandat. Ces deux pièces, elles s'appuient sur tout ce qu'on appelle les annexes. C'est le diagnostic, c'est l'évaluation environnementale du projet, c'est la justification des choix. Ça permet de faire comprendre le projet normalement. Et ensuite, il y a une dernière pièce qui est une nouveauté issue des dernières réformes de 2021, c'est le programme d'action. Alors, au pôle métropolitain, il y a un programme d'action, une feuille de route qui est déjà définie depuis la création du pôle métropolitain. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais maintenant, c'est adossé au SCOT et ça vient renforcer la mise en œuvre en fait, de cette ambition, de ce projet, parce que tout ne se traduit pas dans les documents d'urbanisme. Il y a des actions, des volontés politiques qui ne peuvent se traduire que par des actions à mettre en place, qui sont portées soit par le pôle métropolitain, soit par d'autres. On va le voir par la suite. Et ouais, c'est vraiment une pièce qui est importante. Donc là, on va vous présenter le contenu du SCOT en 11 marqueurs, en fait, puisque c'est quand même des choses qui sont assez compliquées comment dire, à présenter, puisque ça fait, voilà, c'est des documents qui font un certain nombre de pages, où il y a beaucoup de règles, etc. Donc l'idée, c'est de vous le présenter suivant 11 blocs, voilà, où vous allez retrouver certaines thématiques qui vont vous parler, et on commence par la question de la gouvernance. Donc l'idée de ce nouveau SCOT, vous le voyez, un schéma de cohérence territoriale, normalement, le Code de l'urbanisme impose de l'évaluer tous les 6 ans. Il y a une évaluation réglementaire, donc c'est ça qui a déclenché la mise en révision de ce SCOT-là. C'est-à-dire qu'il a été approuvé en 2016, en 2022, il y a eu un bilan qui a été fait. Et par exemple, on s'est rendu compte que la population qui a été estimée à atteindre en 2030, en fait, était déjà là en 2020. Donc il y avait une nécessité d'ajuster finalement la projection, la prospective. Bertrand l'a évoqué, il y avait au milieu de la carte l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui effectivement n'est plus à l'ordre du jour. Pardon. Et donc l'idée, c'est effectivement de voir que tous ces changements-là nécessitent finalement un pilotage beaucoup plus rapproché que ces 6 ans-là. Donc il est inscrit dans ce nouveau SCOT une évaluation qui sera faite tous les 3 ans. Donc déjà, on divise par 2 l'attente de cette évaluation, et un suivi sur des indicateurs très précis, et notamment la question du logement, par exemple, annuellement, puisqu'on le voit, c'est un des enjeux majeurs du territoire qui est soumis sous une forte pression démographique, avec une nécessité de produire du logement pour accueillir les gens dans la dignité. On y reviendra après, mais c'est un des objets principaux de ce document. Peut-être juste sur cette là encore, il y a un constat qui a été fait dans la révision, au début de la révision, c'est de se dire qu'aujourd'hui les choses vont tellement vite qu'on sent qu'on maîtrise plus rien, et qu'il était important de se dire qu'on allait se revoir de manière assez régulière pour suivre la crise du logement. Par exemple, elle a 2 ans. Il y a 5 ans, on était dans une situation totalement différente. La question du changement climatique. Là, juste en 1 an, on a eu des inondations, on a eu des sécheresses. Enfin, il faut tout regarder le plus rapidement possible, et donc c'est vraiment cette idée-là que les élus ont souhaité mettre en avant. Donc voilà, le premier chapitre du PAS, donc c'est celui de l'habitabilité, avec une volonté dès le début de la révision, c'était de considérer l'armature environnementale au même niveau que l'armature territoriale, c'est-à-dire que la place de l'homme, comme il est installé sur notre territoire, devait respecter l'armature environnementale. Hier, on considérait qu'il y avait une trame verte et bleue qu'il fallait respecter. Voilà, aujourd'hui, c'est dès qu'il y aura une extension, on considère vraiment l'environnement, on considère les sols, par exemple. C'est nouveau du SCOT, dans multifonctionnalité. Et on prend en compte tout le changement climatique, donc les sols, les sécheresses, la biodiversité, donc tout le vivant dans sa diversité, pour définir notre espace juste et sûr, en le protégeant, en le préservant, et même en le restaurant autant que possible. Et au milieu de l'armature, donc il y a l'armature territoriale qui prend en compte donc vraiment les infrastructures qui sont le socle, le squelette de notre armature territoriale, et des questions comme la nature en ville, l'énergie, l'alimentation et l'habitat qui sont au cœur de ces politiques donc de l'armature territoriale.
Donc un des autres marqueurs, effectivement, qui était pour le coup un fil conducteur de cette révision, c'était d'avoir un schéma de cohérence territoriale qui soit favorable à la santé. On dit santé globale, donc c'est un concept de l'Organisation mondiale de la santé, hein. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'idée, c'est, on sait dorénavant que la santé d'un individu, à peu près 80% de ce qui fait la santé d'un individu, en fait, c'est son cadre de vie, son environnement, etc. Les 20% restants, c'est plutôt ce qui relève de l'offre de soins et de la génétique de l'individu, sur lequel on peut plus difficilement influer quand on travaille pour des collectivités territoriales. Mais finalement, 80% de ce qui fait la santé, les collectivités territoriales ont par leur choix et leur politique publique qu'elles mettent en œuvre, un impact sur ce qu'on appelle les déterminants de santé, qui eux-mêmes ont un impact sur la santé des individus. Donc l'idée, c'est dans la construction de ce SCOT-là, on le voit, l'urbanisme a beaucoup à faire en la matière, et ben, c'est d'avoir, si possible, un impact positif sur ces déterminants de santé, et de minimiser autant que possible les impacts négatifs. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ça en tête sur à peu près toutes les orientations qu'on va traiter dans le document. Et vous voyez que les déterminants de santé qui sont représentés sur cette slide, en fait, traitent des politiques publiques qu'on retrouve dans le SCOT. Vous avez la question de l'eau, vous avez la question des interactions sociales, vous avez la question des nuisances, des pollutions, etc. Ensuite, donc, il y a 2 nouvelles trajectoires qui ont été inscrites dans le SCOT, qui sont issues des documents de rang nationaux. La première, c'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, on entend pas mal parler. On l'a inscrite, nous, dans le SCOT, qui se traduit comme ça, avec une diminution à peu près par 2 entre 2011, 2020, 2020, toutes les 10 ans, en fait, pour atteindre la neutralité donc de l'artificialisation, avec une potentielle de renaturation, mais dont on sait qu'il sera très faible, hein, quelques milliers de mètres carrés, pas beaucoup plus. Et du coup, d'inscrire cette trajectoire-là, ça donne des droits à consommer, entre guillemets, un plafond du moins, mal à ne pas dépasser. Celui-ci a été traduit à l'échelle de chacune des intercommunalités. Vous retrouvez cette déclinaison territorialisée comme ça dans le SCOT. Et la deuxième trajectoire nouvelle, c'est la zéro émission nette, ou la trajectoire bas carbone à l'échelle nationale. On a décliné ça. Donc c'est un aspect un peu théorique, mais en considérant qu'il va y avoir une décarbonation de l'économie, il va y avoir une décarbonation de la mobilité, il va y avoir la rénovation des loges thermiques des logements. Et ce qu'on a travaillé, on a estimé qu'on pourrait passer de 5 mégatonnes de consommation à 1 mégatonne. Et il y a 1 mégatonne qui reste à compenser. Et là-dessus, on a vraiment travaillé avec les agences d'urbanisme, à savoir comment est-ce qu'on pourrait compenser ce mégatonne. Et donc, on a tout décliné en augmentation du couvert végétal. C'est la solution qui a été travaillée, avec une augmentation du coût des haies, des forêts, de l'agroforesterie. Tout ceci a été chiffré, territorialisé au vu des spécificités des territoires, et c'est une grande innovation, on pourrait dire, de ce SCOT-là. Donc on passe au deuxième chapitre du projet d'aménagement stratégique, qui est celui de la robustesse du territoire. Donc effectivement, c'est là où on va s'intéresser principalement à ce qu'on appelle l'armature territoriale. Donc qu'est-ce qui fait le bon fonctionnement d'un territoire, c'est-à-dire comment les habitants finalement peuvent se loger, travailler et se déplacer. Donc tout ça se positionne de manière assez classique, hein, dans les schémas de cohérence territoriale. C'est comme ça que c'est fait. Donc avec une définition en fait de différentes classes de polarité qui doivent remplir, à qui on donne un certain nombre de responsabilités, donc notamment par exemple la production de logements en fonction d'une certaine densité, etc. Et donc tout ça est conditionné aussi à la présence par exemple de transports en commun structurants, donc principalement des gares. Donc ce qui a changé par rapport au SCOT précédent, c'est que déjà on a créé un nouveau niveau de polarité. Avant il n'y avait que 3 niveaux. On avait des polarités majeures qui étaient Nantes et Saint-Nazaire, des polarités structurantes qui étaient plutôt Savenay, Blain, Nord-sur-Erdre, Saint-Étienne-de-Montluc. Et on avait des polarités de proximité. Là, on a créé une polarité intermédiaire, puisque l'idée qui a été proposée par les élus, c'est d'organiser au long terme une forme de un peu multipolarisation, en tout cas peut-être pas une démétropolisation, parce que c'est un sujet à la mode, mais qui est complexe aussi à organiser, mais en tout cas
avoir un petit peu moins de pression sur les cœurs métropolitains qui sont Nantes et Saint-Nazaire, et donc de structurer ça autour des polarités structurantes intermédiaires, celles qui sont les plus dotées en services et en transport. Puisque c'était aussi dans le bilan du SCOT 2, il avait été constaté que les polarités structurantes, notamment Savenay, Nord-sur-Aire, etc., n'avaient pas rempli totalement leur fonction, notamment en production de logements, etc. Donc il a été décidé de renforcer le rôle de ces polarités-là. Et avant, sur Nantes Métropole, tout était fondu dans un grand carré qui comprenait toute la ville de Nantes et sa première couronne. Et là, voilà, on a disloqué en quelque sorte pour définir des polarités un petit peu différentes aussi, avec voilà, des enjeux qui peuvent être un peu différenciés en fonction de la présence d'une gare, par exemple. Voilà, on a Mauves-sur-Loire qui a une gare, donc on a créé un niveau de polarité intermédiaire, pardon. Autre grand chapitre, donc on l'a déjà évoqué, c'est vraiment un chapitre central, c'est la question du logement, avec un champ sémantique qui est nouveau par rapport au dernier SCOT, où il y avait cette question dans le dernier SCOT de l'attractivité, qui était vraiment mise en avant, tant pour l'économie que pour l'accueil de population. Là, c'est une autre façon d'aborder la chose, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui arrivent, il va falloir pouvoir les loger, et que considérer que ce logement, c'est leur première des dignités, et également de considérer la vie qui va avec le logement, pour permettre notamment d'avoir une bonne santé des habitants. Donc on a estimé les besoins en logement pour répondre donc au nombre de personnes qui allaient arriver, également décliner le pourcentage de logements sociaux qui serait nécessaire pour notamment les personnes les plus vulnérables. Nouveauté également, c'est la définition de ce que c'est qu'une personne vulnérable. Donc c'est l'ensemble des personnes qui sont soit dans la pauvreté, mais qui également peuvent un jour avoir une rupture dans leur parcours résidentiel, qui soit accidentel, un décès ou une maladie, mais également des séparations, ce que l'on voit assez fréquemment, qui peuvent emmener du coup des personnes assez rapidement dans une spirale un petit peu compliquée. Et donc c'est ça que l'approche qui a été traitée dans ce SCOT. Autre grand chapitre, effectivement, c'est l'économie. Donc là, vous avez la carte de synthèse de cette armature un peu économique du territoire. Un point important qui a été mis en avant, c'est qu'on a déjà des lieux d'économie sur le territoire. Donc il y a les zones d'activité qui sont bien connues, mais il y a aussi effectivement les centralités. Donc la priorité, c'est d'essayer de remettre, de maintenir l'économie et de remettre potentiellement de l'économie productive dans les centralités, dans la mesure où elles ne généreraient pas de nuisances. Les activités plutôt nuisantes sont plutôt invitées à se localiser dans des zones d'activité économique. Le pôle métropolitain a mené une étude notamment sur l'intensification des zones d'activité économique. Donc vous ne verrez pas de nouvelles zones sur la carte. Ça, on laissera ça le soin à vos intercommunalités de décider lorsqu'il y aura besoin d'une nouvelle zone de le faire. Il n'y a pas de compte foncier notamment dédié à cela. La priorité, comme Bertrand l'a dit, c'était le point d'avance, c'est surtout de produire du logement. Si les intercommunalités veulent ouvrir des zones d'activité économique, et ben leur compte foncier, comme on l'a vu sur le artificialisation nette, va diminuer et potentiellement elles devront faire du logement de manière plus dense. Mais on sait que via cette étude sur l'intensification des zones d'activité, potentiellement, à l'échelle du SCOT, parce que chaque zone est différente. Il y a des zones où il y a par exemple plus forcément beaucoup de potentiel, mais on a une densité bâtie qui est très très faible par rapport à ce que nos voisins européens par exemple peuvent faire. Et donc il y a une capacité quasiment de multiplier par deux l'accueil d'entreprises dans les zones existantes. Donc c'est bien ça qui a été fléché dans ce document-là. Et on traite aussi du sujet du commerce, et donc ce qui est intégré dans le commerce, c'est toujours pareil, priorité donnée aux centralités. Si le commerce ne peut pas se localiser dans la centralité, il va dans une zone dédiée qui est une zone commerciale. Et par contre, il n'y a plus de nouvelles zones commerciales qui seraient créées et il ne sera pas possible d'en étendre le périmètre des existantes. Dans les derniers chapitres, c'est celui de la mobilité. Est-ce que vous avez entendu parler du service express métropolitain? C'est un gros sujet et qui a été donc délibéré par Nantes Métropole, mais également Saint-Nazaire Agglomération. Travailler avec la région, c'est un enjeu pour demain, enjeu majeur pour atteindre la décarbonation de notre économie. C'est de pouvoir avoir une offre en transport qui soit robuste, efficace, diversifiée et qui permette à tous, en tout point du territoire, de pouvoir se déplacer sans sa voiture ou au moins avec
une voiture partagée ou une solution autre que la voiture individuelle autosolisme. Du coup, il y a une déclinaison comme ça, donc on appelle le CERM, c'est donc qui a s'appuyer sur l'armature ferroviaire avec les gares, s'appuyer sur les cars express, s'appuyer sur les lignes de covoiturage à haut niveau de service qui vont être déployées là à partir de la fin de l'année entre Nantes Métropole et les territoires alentours, mais également en proximité avec les pistes cyclables et des liaisons interterritoriales, donc entre les intercommunalités. Sur Nantes Métropole, il y a déjà une structuration à l'intérieur, et dans le prochain mandat et les prochains mandats, il s'agira de les connecter avec les territoires voisins pour assurer une possibilité de mobilité sécurisée, cyclable partout. Et voilà. Les navettes fluviales aussi, mais on les voit plus trop bien. Et dernier chapitre, il reste deux marqueurs, celui de la coopération. Donc, ce qui a été mis en avant aussi, c'est qu'effectivement, vous le voyez sur le périmètre, on est un territoire d'estuaire, mais quasiment l'intégralité de ce périmètre, sans vous faire offense, mis à part les communes du Sud-Loire de la métropole, se situe au nord de l'estuaire. Donc, quand on veut traiter d'un enjeu aussi complexe et d'un environnement aussi important que l'estuaire, il était important de pouvoir le faire en coopération avec les voisins, et notamment le PETR du Pays de Ré. Donc, sachez que dans le cadre de nos SCOT respectifs, puisque le SCOT du PETR est également en révision. Il y a une étude en commun qui a été menée pour appréhender un peu l'état initial de l'environnement sur tout cet espace en un marché public commun avec le PETR. Et il y a également un chapitre politique dans le projet d'aménagement stratégique qui a été fait en commun. Donc ils ont le même chapitre que nous avec le PETR, forcément pour essayer d'avoir cette cohérence et d'inscrire cette coopération dans la durée. Donc il y a eu un événement récemment organisé par le pôle métropolitain sur la gouvernance des estuaires, le dilemme estuarien entre économie et environnement. On est toujours sur des espaces assez complexes. Et l'idée, c'est de continuer à pouvoir étudier ces enjeux sur ces territoires si particuliers que sont les estuaires. Et voilà, dernier point, donc c'est ce programme d'action dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui du coup, on a ici montré les typologies d'actions pour donner à voir quelles sont-elles. Donc, il y a la première, c'est la gouvernance. C'était le premier marqueur qu'on vous a présenté tout à l'heure. La deuxième, c'est les coopérations. Donc, on vient de le voir comme celle de travail avec le PETR du Pays de Ré. On a également des coopérations, par exemple, avec le monde agricole, avec la Chambre d'agriculture, avec qui on a signé des conventions pour pouvoir travailler avec eux, mais également avec d'autres diverses, avec par exemple Atlantico, avec qui on va travailler, donc sur la question de l'eau, avec le SAGE, le Siloa également, avec qui on travaille. On essaie d'aller voir des partenariats nouveaux suivant les nouvelles thématiques, notamment les contrats de rivière. On sent qu'il y a un gros enjeu là pour l'avenir qui a travaillé. Parce que par exemple, c'est eux aussi qui sont en capacité de planter des haies. On a vu ça sur l'Erdre. En fait, c'est le syndicat de rivière qui s'occupe de planter les haies. Donc voilà, c'est de travailler avec ces nouvelles, ces acteurs qui sont importants et avec qui le pôle métropolitain ne travaillait pas forcément avant, et de se rapprocher. De mener des expérimentations également. Il y a une expérimentation en cours, par exemple, en ce moment, c'est Désir d'habiter, où on fait travailler des chercheurs en sciences cognitives, des psychologues, pour savoir quelles sont les véritables, les volontés cachées des habitants sur leur désir de vivre bien demain. Et ça nous permet de trouver un petit peu une nouvelle approche et des nouvelles orientations pour demain, pour mieux répondre en fait aux besoins des habitants, pas seulement parler de densité, mais plutôt de dire comment est-ce qu'on va vivre en fait. Et ça, c'est très important pour accompagner le changement. Donc c'est l'orientation d'après, où on va pouvoir travailler avec de l'ingénierie, apporter de l'ingénierie sur les territoires les plus démunis. On accompagne par exemple le Pays de Blain ou Erdre et Gèvres, donc sur l'intensification foncière des zones d'activité, où voilà, on les a fait monter en compétences. Et après, il y a également les études, les observations, où là, il y a une place particulière pour les agences d'urbanisme avec lesquelles on travaille, avec lesquelles vous travaillez aussi avec Laurent, pour voilà, accompagner les territoires et participer à les alimenter. On vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour
cette présentation. Exercice difficile que vous avez brillamment réussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations? On va en prendre plusieurs. Julien Boisbouvier, puis Alain Loirat. Bonsoir. Alors, plusieurs questions. Donc, vous avez parlé du logement. Donc, quelles solutions, quelles actions concrètes prévoit le SCOT pour construire des logements? La deuxième question, vous avez parlé du service express métropolitain. Donc, nous, le point d'accès, ce serait la gare de Bouaye. Mais on sait qu'actuellement, il manque de fréquences de train et il y a plusieurs, c'est assez complexe. Donc, comment améliorer ce service? Et enfin, vous avez parlé de la navette fluviale. C'est une question dont laquelle on avait déjà débattu. Comment mieux utiliser la Loire pour transporter les habitants vers Nantes, sur les points d'accès, la montagne, le pèlerin, par exemple. Et une autre réflexion par rapport aux annonces du gouvernement sur la disparition des ZFE et un ministre qui veut un retour du nucléaire et l'arrêt de l'éolien, ce qui est complètement en contradiction avec les prérogatives du SCOT. Alain Loirat. Sur le point 11, au niveau de la gouvernance, je l'ai trouvé rikiki. Quel pouvoir avons-nous sur Quel pouvoir avons-nous sur le gouvernement pour réaliser tous ces projets? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Ouais, c'est déjà pas mal. On m'indique, on me souffle dans l'oreillette. Mais oui, allez-y quand même. Alors, on va faire les deux réponses. Jean-François, tu retiens tes questions. Alors, pour commencer sur la gouvernance, c'est la gouvernance du SCOT. Hein. C'est donc à l'échelle du pôle métropolitain, comment justement les élus prennent les orientations en main et vont dans l'action. C'est pas évident parce que dans beaucoup de territoires, on fait un SCOT et après on le met au placard. Donc il y a un enjeu, vu qu'il y a une volonté de changer la trajectoire, c'est de comment concrètement on va faire. Et il y a des questions qui sont problématiques, on le sait, la crise du logement. On est devant, pas une impasse, mais les coûts des matériaux augmentent, les emprunts sont difficiles, et la solvabilité des ménages est de plus en plus catastrophique. Donc il y a des difficultés sur lesquelles on ne peut s'extraire. Mais en tout cas, on essaie de donner le cadre le plus favorable pour pouvoir construire. Par exemple, avec des orientations, on dit on va essayer de changer le modèle de construction. On va aller vers plus de construction matériaux biosourcés. On va développer le BRS, le bail réel solidaire, qui est une solution qui permet aux accédants et un peu plus démunis de pouvoir accéder, pas au foncier, mais seulement au bâtiment, ce qui est une solution intéressante. On va aller chercher comme ça, travailler avec l'EPF également, avec qui il y a l'établissement public foncier qui permet de porter des opérations, construire et ensuite restituer à la commune les bâtiments, qui permet ensuite d'avoir des locations peu chères. Donc moi, c'est développer tout ça. C'est complexe, mais on essaie en tout cas de mettre tout en œuvre pour pouvoir développer ça. Je laisse répondre sur le transport. Et juste peut-être sur le logement, pour être concret aussi, le SCOT a un document de planification au temps long, vous avez compris, on parle de 2050, donc on vient faire de la prospective et analyser des courbes, des projections démographiques qui peut-être sont... On essaie d'être le plus fin possible, mais peut-être qu'effectivement, d'ici 2050, il va y avoir des retournements qui font qu'on n'arrivera pas à ce qu'on avait prévu. Mais grosso modo, il y a à peu près, d'ici 2050, 180 000 logements à prévoir sur ce territoire, à produire de nouveaux logements. Donc ce qui n'est pas rien, on fait partie des territoires sur lesquels il faut en produire le plus, parce qu'on est un des territoires les plus attractifs. Et donc il faut répondre aux besoins. Et donc on vient fixer ça, et derrière ça se décline notamment dans les... Nous on fixe l'objectif, et les plans locaux d'urbanisme ont décliné, reprendre territoire par territoire leur production de logements, et derrière du coup décliner, vous connaissez, dans des zones à urbaniser, essayer de refaire de la ville sur la ville. Sur la question du transport, des mobilités, alors ça c'est un des sujets les plus complexes, parce que donc le SCOT n'est pas autorité organisatrice de mobilité, au même titre que Nantes Métropole par exemple peut l'être, ou la région. C'est les EPCI et les régions sont les deux autorités organisatrices de mobilité. Donc nous, encore une fois, on vient fixer le cadre, en sachant que
une des clés du bon fonctionnement du territoire, c'est notamment les déplacements domicile-travail. Et quand on parlait tout à l'heure un petit peu de la multipolarisation, le bon fonctionnement va pouvoir se faire que si on arrive à relocaliser aussi des entreprises dans potentiellement les polarités, on disait structurantes, intermédiaires, etc. Un des principaux problèmes, effectivement, c'est ces mobilités domicile-travail n'ont fait qu'augmenter ces dernières années sur ce territoire-là, partout en France aussi. Et donc, si on veut atteindre la neutralité carbone, c'est un élément majeur. Ça pourra se faire que et donc, du coup, les différentes métropoles de France s'engagent dans ce qu'on appelle les services express régionaux métropolitains. Donc là, les travaux commencent juste. Donc on n'a pas forcément une bonne visibilité à vous donner sur le sujet. La seule chose que le SCOT et que ces élus s'engagent à faire, c'est d'essayer de peser auprès des structures qui vont organiser ça, donc notamment la région. Et effectivement, faire en sorte que les cadences, vous citiez Boye, la ligne Nantes-Saint-Gilles, Nantes-Pornic, si je ne m'abuse, voilà, voit son cadencement augmenter. Et donc derrière, ça peut nécessiter des travaux, puisqu'on sait que, si je ne m'abuse non plus, cette ligne est sur un axe qui fonctionne sur un seul sens à partir de Sainte-Pazanne, peut-être, je ne sais plus. Enfin, voilà, donc il faut potentiellement, derrière, il y a des infrastructures, et on sait que les infrastructures de transport sont très coûteuses, donc voilà, effectivement, ça dépend de beaucoup de facteurs. Peut-être juste un point en particulier sur cette question du CERM, c'est que initialement, le CERM qui a été signé avec le ministre des Transports, c'était sur Nantes. Et en fait, grâce au SCOT, il a été signé sur Nantes et Saint-Nazaire. Donc on voit déjà qu'il y a une coopération qui a pu être mise en place grâce à une volonté politique qui a été affichée et écrite dans ce SCOT-là. C'est pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Peut-être sur les navettes fluviales, qui est un sujet effectivement dont on a pu voir la teneur des débats dans Nantes Métropole. En tout cas, ça a bien été inscrit au SCOT. Donc là, c'est pareil, on sait que ça peut nécessiter des investissements, etc. En lien avec le PETR du Pays de Ré, il y avait ces questions de franchissement nord-sud aussi, qui était peut-être une arlésienne sur le territoire. Mais le PETR acte qu'il n'y aura plus de franchissement routier nord-sud, mais du coup questionne notamment aussi peut-être d'autres franchissements par des bacs de Loire. Et en tout cas, l'idée, c'est effectivement de se servir aussi du fleuve comme axe de transport, donc ça peut être 2 personnes, mais aussi de peut-être remettre aussi la question de la logistique, notamment entre le port amont et le port aval, de remettre en place le cabotage, etc., pour aussi diminuer le trafic routier, les impacts en termes de pollution, etc. Donc là, ça rejoint la question des ZFE, et là pour le coup, ça rejoint plutôt le débat national. En tout cas, l'ambition écologique, elle est plutôt affirmée par les élus de ce grand territoire-là et maintenue, quoi. Juste 2 rebonds par rapport à la remarque d'Alain Loirat sur le gouvernement. Là, c'est un document pour 15 ans minimum, même si on entend qu'il y a des actualisations. Les gouvernements vont bouger. Le document, le territoire, lui restera là. Et sur le CERM, il y a une phrase que j'ai notée, c'est un enjeu pour demain. Alors, c'est aussi un enjeu pour aujourd'hui. On était un certain nombre d'élus locaux à la Gardoye à plusieurs reprises, parce que ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Donc, il y a déjà un souhait d'investissement de la région sur ce qui existe aujourd'hui. Jean-François Gervaux. Oui, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué. J'ai retenu que dans votre rapport, en fait, on recommande de privilégier plutôt la production de nouveaux logements par rapport au développement de nouvelles zones d'activité économique. Et vous relevez qu'il y a un potentiel, on va dire, de densification très important. Enfin, j'ai retenu quasiment, on pourrait doubler. Alors moi, je trouve ça extrêmement inquiétant de concentrer l'emploi dans des endroits où il est déjà très concentré. Avec toutes les problématiques de transport qu'on rencontre aujourd'hui pour aller de nos lieux d'habitat aux zones d'activité ou là aux zones d'emploi, en fait. Donc certes, s'il y a des nouveaux logements, peut-être qu'on peut imaginer que certains seront plus près des zones d'activité aujourd'hui, mais il y a quand même un déséquilibre très marqué nord-sud. Vous l'évoquez sur d'autres sujets, mais il y a ce déséquilibre-là, de l'emploi. Et puis, deuxième remarque, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, il doit représenter au bas mot peut-être 60% de la population du département, ça doit être cet ordre-là. Vous avez évoqué la relation avec le Pays de Ré, mais on n'est pas tout seul, on va encore concentrer davantage la population. Et moi, j'entends l'attractivité que vous évoquez, mais
j'ai un peu l'impression qu'il y a une volonté aussi de grossir, enfin une volonté politique, c'est pas vous qui la portez, j'entends, mais je vois plutôt un aspirateur et un aspirateur qui fait du vide ailleurs, et je trouve ça... je trouve qu'il manque peut-être, alors je comprends que dans cette présentation très légère, vous ne pouvez pas tout aborder, mais il manque peut-être ce lien avec l'ailleurs, avec d'autres secteurs, peut-être, j'en sais rien, Châteaubriand, enfin, Ancenis, etc. Merci. Donc ensuite, ce sera vraiment une première série de réponses. C'est extrêmement difficile comme question, Jean-François, notamment parce que les questions d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, en fait, ici, nous, on va parler du SCOT, hein, et ça rejoint un peu la question d'Alain Loirat sur et comment il n'y a plus d'aménagement du territoire, ou assez peu d'aménagement du territoire. Donc il y a une vraie difficulté. À l'échelle de la métropole, actuellement, il y a un certain nombre d'élus, dont je suis, qui défendent l'équilibre de la répartition des emplois entre le nord et le sud de la métropole. Il y a un énorme déséquilibre qui se traduit par des mouvements pendulaires matin et soir qui créent des bouchons assez phénoménaux, qui engendrent le fait qu'on a besoin de tripler le pont de Bellevue, etc. etc. Et il y a notamment une contestation de certains élus de la création de zones d'activité actuellement en projet sur la métropole. Une à Carquefou de 30 hectares qui s'appelle la ZAC de la Belle Étoile, l'autre à La Chapelle-sur-Erdre qui s'appelle la Métairie Rouge. Et là, dans la dernière modification du Plume, il y a à nouveau 2 zones d'activité qui sont créées, une à côté de l'aéroport et une au nord. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Et il n'y a pas de... Il y a un PLH, mais il n'y a pas de plan d'aménagement de l'activité économique. Et c'est ce qui manque sur le territoire, notamment de ce point de vue de la répartition des emplois. Et effectivement, il y a une curiosité sur... il y a des territoires qui se vident en France, pas si loin que ça, hein, pas très très loin. Dans le département aussi. Dans le département, alors dans le département à peine, mais quasiment, on a une espèce de zone un peu blanche entre Château-Gontier, Châteaubriand, Segré, etc. Mais dans le cadre de ce type de travail, en fait, on n'est pas sur l'aménagement national du territoire. Et non, ma question ne portait pas sur le national, hein. C'était bien les territoires local, qui sont juste aux périphéries du périmètre du SCOT que je trouvais qui était peu abordé, en fait. Et on a dû aller très très vite. Il y a un mot qui est très important, qui n'existait pas avant dans le SCOT, c'est celui de l'intensification. C'est d'arrêter le zonage, le zoning, la séparation entre les zones d'activité et les zones d'habitat. Il est écrit qu'il faut privilégier l'implantation de nouvelles entreprises, de création de nouveaux emplois dans les centralités, à proximité des pôles d'échange multimodaux pour faciliter en fait l'accès au travail pour tous. Il est également, on l'a dit tout à l'heure, favoriser la multipolarité, c'est la volonté du rééquilibrage. Ce rééquilibrage, il est tant dans l'emploi que dans la création de logements. On le voit, le maillage, et si, on ne peut pas comparer avec la carte du SCOT 2 parce qu'on ne l'a pas là, mais il y avait 6 points. Là, il y en a, si vous pouviez juste la remettre, c'est celle-là. Voilà, il y a un maillage quand même, il y a une volonté politique qui a été bien portée par Nantes Métropole et qui a été bien inscrite dans le SCOT, celui du rééquilibrage. Donc c'est ces 2 mots-là, rééquilibrage et intensification, je pense, qui sont aussi des marqueurs très importants pour ce nouveau SCOT. Et peut-être sur le sujet aussi quand même, enfin oui, territoire voisin, effectivement à l'échelle nationale, enfin ça a été le cœur des débats entre les élus. Clairement, on ne peut plus accueillir autant sur ce territoire, etc. Voilà, c'était des questions qui ont animé les débats entre les élus. Ce qui a été effectivement acté, c'est qu'on ne pouvait pas mettre des barrières autour d'un territoire et que le territoire, à l'heure actuelle, vous ne verrez plus le mot attractivité dans le projet, subissait en quelque sorte l'attractivité qui, entre guillemets, ne s'arrête pas. Et on sait dans les projections de l'INSEE que les 2 derniers départements qui vont gagner des habitants en France, c'est potentiellement la Loire-Atlantique et la Vendée.
c'est des territoires qui, et heureusement pour l'habitabilité de ce territoire, effectivement, pour la production de logements qui va être facilitée dans les années à venir, c'est que ça va se calmer, parce que la démographie française va commencer à décliner, notamment dans le lien naissance, décès, etc. Et le vieillissement de la population va faire que le réservoir de migrants résidentiels, qui sont plutôt soit des étudiants, des jeunes actifs, va se tarir. Donc du coup, il y aura moins de personnes qui vont arriver. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et autant sur le SCOT 2, on était plutôt sur un SCOT d'attractivité avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc. Cette attractivité, elle a quand même marché même sans l'aéroport. Et là, voilà, et on est dans cette dynamique qui fait qu'aussi, voilà, il y a la littoralisation. On la retrouve sur les grandes métropoles de l'ouest de la France, Rennes, Bordeaux, etc. Et donc du coup, on est dans ce cadre-là. Et c'est voilà, il faut la position des élus aussi, c'est de dire, il faut produire du logement, répondre à la demande, sinon on devient un territoire excluant. Et le prix de l'immobilier qui a déjà augmenté va continuer d'augmenter, exploser. Et la position des élus, c'est quand même de répondre effectivement à cette dignité de pouvoir loger tout le monde aussi. Et juste sur l'économie, je me permets juste, effectivement, il y a des questions de flux. Il y a cette question de rééquilibrage, de remettre de l'économie dans la centralité, d'essayer d'accompagner la production des logements avec de l'économie. Après, c'est sûr que les phénomènes économiques aussi sont durs à organiser. Il y a des effets de concentration très forts. Voilà, on parle de l'industrie, par exemple, elle est très localisée sur Saint-Nazaire. Il y en a aussi ici, Indre, etc. Mais on est généralement très localisé. Le commerce a plutôt tendance à se diffuser. Et l'idée, c'est que les gros pôles d'emploi, effectivement, soient sans doute un petit peu moins, soient un peu plus desserrés et soient moins concentrés, notamment sur la métropole où il y a quand même des flux qui sont très importants, quoi. Mais après, voilà. Merci Yves Armand, Thierry Fouché, et après on en arrêtera là, puisqu'on avait prévu environ 40 minutes sur le sujet. Yves Armand. Ok, merci. Non, simplement, c'est juste une remarque. Je ne comprends pas pourquoi on maintient toujours le même périmètre sur ce SCOT, à savoir de Saint-Nazaire, partie nord, jusqu'à Nantes Métropole incluse. Alors même que nous dépendons quand même foncièrement du sud aussi, et en particulier du Pays de Ré. Donc vous nous avez bien sûr dit tout à l'heure qu'effectivement vous teniez compte du SCOT, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, enfin, Pays de Ré, voilà, SCOT Pays de Ré. Mais quelque part, j'ai quand même tendance à dire que nous en dépendons énormément aussi. Thierry Fouché. Oui, merci pour le sujet, mais c'est pareil, il y a des gens qui achètent des terrains et pour faire des constructions, vous parlez au niveau de logement, et c'est pour faire du Airbnb. Donc en fin de compte, c'est un petit peu contraignant par rapport à comment voulez-vous loger des gens si c'est pour du Airbnb. On empêche nos jeunes de la commune ou un peu plus anciens à habiter sur la commune pour ça, quoi. Et nous, notre commune comme d'autres communes, parce que je pense que ça doit être un peu partout pareil. J'aurais une petite question complémentaire. Si mes informations sont bonnes, le SRADET n'a pas été mis à jour, actualisé, alors que théoriquement, le SRADET est un document. Donc le SRADET, c'est l'aménagement, c'est l'équivalent à l'échelle régionale. Et donc ce document, théoriquement, s'impose au SCOT. Et donc là, il va y avoir un décalage. Comment ça, c'est pris en compte demain, même si j'ai bien compris qu'il y avait l'idée de ne pas attendre des années pour faire les bilans intermédiaires et éventuellement les évolutions. Alors, du coup, peut-être sur le SRADET, si vous voulez mettre la slide 13, j'ai une réponse très technique. C'est que... Pas trop, quand même. Mais non, mais c'est juste que c'est la modification du SRADET devait... La 13. C'est le marqueur 4. En fait, c'est la loi Climat et Résilience qui demande de réviser le SRADET pour notamment intégrer la trajectoire zéro artificialisation nette. Celle-ci avait été travaillée par la région et devait nous permettre, puisqu'on était un territoire assez exemplaire, d'avoir un chiffre au lieu de 54,5 qui aurait été de 52, ce qui ne changeait pas non plus beaucoup de choses. Mais vu qu'ils n'ont rien fait, on a dû prendre ce que proposait le cadre légal à l'échelle nationale, donc on a mis 54,5. Nos avocats nous ont dit que si jamais le SRADET était révisé, ce serait 52. On est mieux 10 ans, donc on est dans la compatibilité, du coup, il n'y a pas de problème. Comment on intègre tout ça, effectivement, donc, ça peut être, si le SRADET était révisé, qu'il y avait des objectifs qui changeaient, pas forcément de 54 à 52, parce que là on est dans la demi-mesure, mais sur des objectifs plus grands, effectivement, on serait contraint de réviser notre document.
Et ça, c'est un petit manque de souplesse effectivement de notre pays à l'échelle nationale. Hein. Ces révisions de documents prennent du temps. Voilà, le SCOT, là, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Quand ça sera le plume de Nantes Métropole, ça risque de prendre un certain temps aussi. Donc il y a ce manque d'agilité qu'il faut essayer de résorber. Donc c'est pour ça que ce pilotage aussi plus resserré peut permettre peut-être de changer plus par petites touches plutôt que par gros volume, et où là ça nécessite beaucoup de travail. Sur la question peut-être du périmètre, alors le périmètre, voilà, c'est de l'histoire aussi, hein, parce qu'a priori il y a eu question pendant un temps qui a été proposée au PETR du Pays de Ré, enfin aux communes à l'époque du PETR d'adhérer. Politiquement, ils ne l'avaient pas souhaité, donc c'est resté comme ça. On est résultante aussi de l'ex-Datar, hein, qui avait dit les métropoles d'équilibre, Nantes-Saint-Nazaire, donc il y avait eu toujours cette coopération qui a existé. Il y a eu aussi la question de faire un SCOT départemental, puisque l'aire urbaine de Nantes est plutôt son département. Bon, je pense que c'est pareil, quand on modifie un périmètre, c'est beaucoup de contraintes techniques, réglementaires qui peuvent prendre du temps. Je pense que l'idée maintenant, enfin, en tout cas qui est défendue plutôt a priori à l'heure actuelle, c'est d'être plutôt dans des actions souples, et justement de travailler avec le PETR sur des objectifs très précis, parce qu'on a des intérêts communs comme les mobilités ou l'environnement. Et du coup, il y a une amorce de travail quand même qui est fait avec le PETR, parce qu'on a fait le diagnostic ensemble. On a fait un marché en commun. Donc déjà, c'est quand même une première avancée. Ces travaux ont été présentés à l'échelle des 2 comités syndicaux. Et du coup, on a travaillé avec le même prestataire pendant 2 ans pour partager cette même vision. Et on a même eu donc le même bureau d'études pour faire l'évaluation. Ils ont évalué rive nord et rive sud en même temps. Donc ça nous semblait déjà être une première marche, plus le chapitre commun. Et derrière des déclinaisons, là on réfléchit ensemble, on voit souvent hein, les techniciens du PETR et les élus se voient également pour travailler sur des nouvelles études dont on va avoir besoin en fait demain, parce qu'il y a des réalités, hein, l'estuaire on le partage. On travaille avec les autres territoires. Et on travaille avec Cap Atlantique, notamment sur le recul du trait de côte, où on a une étude conjointe avec le CEREMA. On a des rapprochements avec Pontchâteau, avec Nausée. Et il y a l'étude sur les lignes de covoiturage, par exemple. Là, elle va aboutir avec une mission avec Clisson, le vignoble nantais. Donc on voit qu'on travaille, comme le 3e chapitre du PASS, c'est la coopération territoriale et avec tous les acteurs. Donc on y est en plein dedans, on y pense bien. Sur le Airbnb. Et pour être exhaustif, oui, alors sur la question de Airbnb, qui est effectivement un vrai enjeu, hein, et comme l'a dit Bertrand, sur le territoire principalement littoral, Pornichet, Saint-Nazaire, etc., où il y a des grosses difficultés de logement, c'est un enjeu. Et là, nous, on n'a pas la compétence pour le traiter, c'est plutôt effectivement maintenant ce que les dispositifs législatifs que la loi propose et que les intercommunalités ou les communes peuvent s'en saisir, et potentiellement c'est de réguler voilà, via de la fiscalité, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est plutôt ces outils-là qui sont utilisés. Nous, on n'a pas forcément d'orientation sur les résidences secondaires, etc. Il y a une loi qui est passée il y a même pas un mois hein, qui permet dans les documents d'urbanisme, donc c'est les PLU, donc le plume pourra interdire la location résidence secondaire, enfin, les résidences secondaires. Ça c'est une nouveauté. Je ne sais pas comment ça va pouvoir s'appliquer, mais les choses avancent. Et Valérie Letrouer, cette fois-ci pour la dernière question. C'est promis. Il y a quelque temps, on a eu une conférence de monsieur Michel Derangeon d'Atlantique Eau qui nous alarmait sur l'état très pollué des rivières. Et comment vous pouvez expliquer une compatibilité avec un apport de nombreux industries, logements, et avec cette qualité tout à fait alarmante? Oui, alors la situation, nous on l'a vu il n'y a même pas un mois, et il nous a dit qu'ils travaillaient le sujet, qu'ils avaient des gros investissements, notamment ils avaient mis du charbon qui permet d'avoir une meilleure qualité de l'eau, et donc il était plutôt rassurant. Après, l'évaluation donc, du SCOT a montré en effet que s'il y avait moins 10% d'eau et de consommation d'eau et une augmentation comme c'est prévu dans le SCOT, on tiendrait encore dans les clous. Là où ça deviendrait problématique, c'est s'il y avait moins 30% d'eau et l'augmentation qui est projetée. Là, on commencerait vraiment à avoir des problèmes. Ce qu'on a écrit dans le SCOT, c'est qu'il y avait un objectif d'avoir une sobriété de la consommation en eau et également avec les industriels d'aller rechercher d'autres solutions que d'utiliser l'eau potable
notamment en utilisant des eaux grises, donc les eaux sales retraitées, qui n'est pas aujourd'hui utilisée et qui pourtant est une grande manne qui pourrait être utilisée demain. Et également de pouvoir regarder l'implantation des nouvelles entreprises, puisque le grand port maritime va rentrer dans une grande phase de décarbonation avec un renouvellement presque intégral de ces entreprises. La raffinerie, quand il n'y aura plus besoin de pétrole, bien évidemment, pas tout de suite, mais il y a des nouvelles entreprises qui s'implantent et il est à réfléchir quelles sont les consommations en eau de ces entreprises pour pouvoir les sélectionner. Et là, on s'est rapproché du grand port maritime également pour travailler sur cette vulnérabilité prochaine, pour essayer de la limiter et d'anticiper ce problème de l'eau qui est très important, mais qui est travaillé avec le SILOA notamment, qui est la compétence de l'eau, du grand cycle de l'eau. C'est eux qui sont plutôt en gestion de ça. On a travaillé étroitement avec eux pour lier nos orientations d'aménagement avec leurs orientations par rapport au grand cycle de l'eau. Merci beaucoup. 2-3 petites remarques. Un changement de trajectoire, hein, c'était le nom, hein, trajectoire 2050, mais ce n'était pas que trajectoire 2050, c'était l'idée de changer de trajectoire avec ce qui a été évoqué sur l'armature environnementale. Avant, c'était juste une sous-catégorie. D'abord, il y avait l'armature territoriale, il y avait l'humain, puis tout le reste, on voyait... Enfin, on ne voyait pas. Tout le reste devait s'adapter à ces objectifs-là. Et il y a une des diapos, il est écrit la prise en compte des limites planétaires. Ça paraît d'une banalité sans nom, mais c'est complètement nouveau. Ce n'était pas du tout ça. Et c'est assez symbolique, hein, Notre-Dame-des-Landes n'était pas vraiment dans la prise en compte des limites planétaires. Un autre élément aussi, c'est ce qui a été évoqué sur le dynamisme du document. Le côté où les documents d'urbanisme étaient tranquillement appliqués pendant 15 ans, etc., ça n'existe plus. Les lois changent tout le temps, les contraintes changent tout le temps. Les questions démographiques, en fait, on n'en sait trop rien, hein. Ça a été évoqué en introduction sur ce qui était prévu pour, je ne sais plus, 2030. En fait, la population était déjà là en 2020. Et ça change tout, en fait, sur ces questions d'aménagement. Et Sophie, si tu veux revenir sur le point 5 plutôt, moi j'adore ce type de diapo, hein, parce que vous avez la trajectoire qui a été suivie, donc on est sur la production de carbone, hein, pour faire court. La baisse, ah oui on baisse, hein, mais en fait vous voyez la rupture de pente, elle est phénoménale. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire plein de choses, c'est quasiment rien par rapport à ce qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. Dernier point, c'est le Covid. Et en plus, le Covid n'est qu'en fait, il faudrait un Covid tous les ans pour respecter 5% par an. Le Covid, c'était 5% de moins. Et malheureusement, évidemment, qu'il ne faut pas un Covid tous les ans. Mais en termes de production de carbone, c'est ça que ça représente, cette stratégie nationale bas carbone, qui est simplement l'application des accords de Paris, hein. Ce n'est pas un truc extraordinaire. Merci beaucoup pour cette présentation, et notamment pour cette présentation où on sent un certain engagement dans le travail qui a été mené sur ce dossier extrêmement conséquent, avec beaucoup d'acteurs différents. Mais ce que vous avez relevé également, c'est que beaucoup d'acteurs, et paradoxalement un certain consensus sur la continuation de ce qui existe aujourd'hui n'est pas possible. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, la parole est à Alexandra Sevestre pour la délibération en tant que telle. Alors encore merci, hein, pour cette présentation très claire. Je n'avais pas été aussi claire auprès de mes camarades que vous l'avez été. C'est normal, c'est votre métier. Donc effectivement, la commune est amenée à donner un avis sur ce schéma de cohérence territoriale du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. C'est donc un travail que l'on a effectué au comité consultatif cadre de vie, et proposition est faite d'émettre dans le cadre de l'enquête publique du schéma de cohérence territoriale un avis favorable sous réserve d'une évaluation régulière pour sa mise en œuvre, mais cette évaluation régulière, hein, annuelle, triennale et puis tous les 6 ans nous a été présentée
mais nous serons soucieux qu'elle soit réalisée. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Eh ben, je mets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. La délibération est adoptée.